Voilà les amis, c'est officiel. C'est officiel, depuis la semaine dernière, le Cybertruck est disponible à la vente. Le Cybertruck est commercialisé. C'est même pas va être commercialisé, c'est qu'il est commercialisé. Je veux dire, certains clients ont déjà été livrés. On est tous un petit peu comme ça, surpris. C'est unanime, hein. C'est comme si on s'était fait à l'idée que le Cybertruck ne verrait jamais le jour. Et là, tu te retrouves avec un produit euh, avec plein d'innovations, avec plein de solutions techniques intéressantes, avec une ergonomie réfléchie, justement. J'ai regardé beaucoup de vidéos et moi aussi, il y a plein de choses très intéressantes qu'on va regarder dans cet épisode de Mes Bricolos. Vous voyez ? Et on va se poser la question finalement, est-ce qu'on n'est pas en face d'un projet de design transport qui est révolutionnaire ? Bah justement, on se retrouve tout de suite pour en discuter ensemble dans cet épisode. Assalamu alaikum, j'espère que vous avez dansé sur votre canapé tranquille sur cette petite musique. On est revenu en couleur. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, hein. Épisode numéro 15 de la saison 4. Ça me fait très plaisir de vous retrouver, mes bricologistes préférés. Évidemment, mes bricologistes, c'est le petit nom doux que je donne à mes abonnés. Et si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner. J'adore cet effet. Il est nul, mais il me fait marrer. Donc, c'est notre petit rituel hebdomadaire, notre petite bouffée d'oxygène de la semaine. On se retrouve chaque mercredi à 17h en GMT pour commenter, discuter, échanger des dernières actualités du monde de la création, de l'innovation et du design. Et évidemment, la dernière actualité, vous le savez, c'est le Cybertruck. Le site internet a été mis à jour. Alors, à l'époque, on n'avait qu'une photo où on pouvait commenter que le style, le dessin général du véhicule, mais on avait très peu d'éléments d'information sur ce véhicule. Et là, aujourd'hui, on a beaucoup d'informations. On a un site internet complet avec des éléments qui sont très, très, très intéressants. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube. J'ai lu énormément d'articles pour préparer cet épisode de Mes Bricolos. Alors évidemment, je ne vais pas faire comme 90% des vidéos qui sont disponibles sur YouTube, vous faire commenter simplement, décrire la fiche technique du véhicule. Ça, vous l'avez partout. Vous pouvez aller sur le site internet, il décrit absolument tout, l'autonomie de la batterie, la distance que peut parcourir ce véhicule. Enfin, il y a énormément... C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les nouvelles fonctionnalités, les nouvelles technologies qui ont été développées pour fabriquer et produire ce véhicule. Et c'est ça que je trouve passionnant. Même sur le plan du style, on va pas s'y arrêter très longtemps. Ça va, on a beaucoup commenté. Moi, vous le savez, je suis pas très fan de ce design très taillé, là, très anguleux. Très polygoné, très anguleux comme ça, je suis pas très très fan, mais maintenant ça a au moins l'avantage de communiquer l'idée de la robustesse et de l'objet assez brut, hein, d'accord, donc en tout cas ça ment pas sur le produit. Mais justement, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il y avait un vrai challenge, parce qu'on a l'impression que l'objet est simple. Quand tu vois la ligne, tu te dis ouais, mais c'est tellement anguleux que finalement c'est facile à fabriquer. Et non, bien au contraire, c'est encore plus compliqué à fabriquer. Et justement, il y a plein d'innovations techniques sur lesquelles on va s'arrêter. Et je fais juste une petite aparté si vous n'avez pas eu l'occasion. On avait fait dans un épisode précédent, on avait parlé de ça justement. C'était l'épisode numéro 11 de la saison 4. Parce que Elon Musk, qui est aussi d'une certaine façon propriétaire de Tesla, se confier dans l'émission Joe Rogan Experience pendant 2 heures, et c'était très intéressant parce qu'on avait extrait de cette interview le moment où il expliquait que finalement c'est pas concevoir l'objet, concevoir le véhicule qui pose problème. C'est le fabriquer, c'est trouver toutes les solutions techniques qui permettent de fabriquer ce véhicule. Et donc de passer finalement d'une idée à l'objet commercialisé, l'objet mis en ligne de production et l'objet vendu. Et il faut que l'objet qui soit commercialisé soit le plus fidèle possible à l'idée initiale, parce qu'on peut suivre un chemin un petit peu en zigzag qui nous fait oublier l'idée initiale pour essayer par des compromis d'arriver à un objet final qui se tient un peu. Et là, force est de constater que finalement, on est sur un objet qui tient ses promesses, en tout cas a priori. Et justement, c'est ce qu'on va essayer de regarder, parce qu'il y a pas mal d'ingéniosité dans ce véhicule qui sont très intéressants. Alors,
Moi, je n'ai pas du tout d'expérience dans les pick-up. D'accord ? Les pick-up, c'est vraiment quelque chose qu'on voit très peu en Europe parce que l'infrastructure routière n'est absolument pas adaptée à ce type de véhicule. Il faut bien comprendre qu'on est sur un véhicule qui est vraiment fait pour le marché américain et qui est vraiment adapté à un usage spécifique. Et ça, on peut déjà le questionner. Pourquoi Tesla s'est embarqué dans un véhicule où on se dit finalement, il ne répond qu'à une très petite... que la part de marché de ce type de véhicule ne représente pas grand-chose au final. C'est-à-dire c'est une très petite part de marché. Et c'est là où on arrive sur ce diagramme, ce graphique, pardon, qui est très intéressant. Et donc on regarde, hein, c'est vrai que ça c'est les voitures les plus vendues dans le monde en 2022. Et on remarque que par exemple c'est la Peugeot en France qui a été vendue à 88 000, quasiment 89 000 exemplaires. On a... une Volkswagen pour l'Allemagne, on a une Renault pour l'Italie, on a un Qashqai Nissan à 42 000 exemplaires pour l'Angleterre, enfin, etc., etc. Puis on remarque une chose, c'est qu'effectivement, il y a 3 pays où il y a les pick-up, c'est-à-dire il y a l'Australie avec 65 000, on se dit quand même c'est pas mal, hein, 65 000 c'est plus que l'Espagne, c'est quasiment, c'est plus que l'Angleterre, c'est quasiment au niveau, si vous voulez, de la France. Puis après, tu arrives dans les pick-up et tu te dis... tu arrives sur le continent américain et tu te dis, OK, bon là déjà, on a le Brésil avec 112 000, c'est un pick-up, avec cette excroissance à l'arrière qui est cette espèce de surface et zone de rangement supplémentaire. Et on arrive sur le continent américain, on arrive sur les États-Unis avec 654 000, hein, j'arrondis à la virgule supérieure, 654 000 pick-up vendus, c'est le Ford. D'accord ? Donc si tu compares, tu te dis OK. Donc l'addition de tous les véhicules vendus en Europe ne représente même pas la totalité des ventes de la Ford aux États-Unis. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. À 654 000, c'est plus que tous les véhicules de toutes les marques des meilleures ventes européennes. C'est un truc de dingue. Donc moi, je ne le savais pas, ça. Je ne le savais pas. Je savais que le pick-up, quand les quelques fois où j'y suis allé aux États-Unis, est un véhicule qu'on voit très souvent, mais je ne savais pas que c'était aussi important en termes de part de marché. Donc, quand tu te retrouves avec une marque américaine qui travaille sur un pick-up, tu dis ça prend sens. Parce qu'ils ont toutes les données. Si demain, tu as Renault qui veut faire un pick-up, c'est un peu, ils sont plus forts pour faire des petits véhicules citadins, ils sont plus habitués à ça. Mais ils vont pas faire un pick-up. Tu comprends bien que ils n'ont pas toutes les données, toute l'expertise, tout le savoir et la connaissance. Mais par contre, une marque américaine installée aux États-Unis qui fabrique les véhicules aux États-Unis, ils ont toutes les connaissances, l'expertise, le savoir et la connaissance pour développer un véhicule comme celui-là. Et l'avantage du pick-up, c'est que on est sur un véhicule américain, ils savent que c'est pour le marché américain et à la limite, ils s'en foutent même que ce soit vendu en Europe. C'est pas leur sujet. Eux, ils sont dans un domaine qu'ils maîtrisent avec une population, des coutumes, une façon d'utiliser les véhicules qu'ils connaissent. Ils ont l'expertise nécessaire. Et c'est là où le véhicule prend sens. C'est-à-dire que déjà, il faut savoir que quand on fait du design, le but du jeu, c'est de créer pour des personnes qui vont utiliser ton objet, qui vont utiliser ton véhicule, et plus tu as d'informations sur cette population, plus tu as de données, plus tu connais tes consommateurs, tes clients, et donc les consommateurs, plus tu es à même de proposer un projet qui a du sens. Donc ce qui est intéressant, c'est que je trouve que dans l'approche, déjà, ils ont tout compris. Tesla a tout compris. Travailler sur un pick-up pour le marché américain. Et d'ailleurs, ce véhicule n'est même pas à la vente en Europe parce qu'il ne passe même pas les règles de sécurité européennes pour les piétons, etc. Parce il y a trop d'angles, il y a trop... Enfin, il y a des articles qui en parlent, mais il s'en fout complètement. Je veux dire, quand tu fais 654 000 ventes de ton véhicule aux États-Unis, si même tu es 3e, 4e ou 5e, c'est déjà une super réussite. Tu vends plus de véhicules que la plupart des meilleures ventes européennes. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Donc ça a du sens. Ça a du sens et ça permet justement au Cybertruck d'être un véhicule qui, en tout cas,
dans lequel tu te dis il y a une vraie expertise, il y a un vrai savoir et une vraie connaissance, donc ils sont à même de proposer un véhicule qui a du sens pour le marché pour lequel ils ont développé ce véhicule. Alors il y a plusieurs choses que tu remarques. Déjà, quand tu observes le véhicule, c'est que il a, au-delà toujours du style, c'est qu'il est fait en, en acier inoxydable. D'accord ? Bon, l'acier inoxydable, on connaît ce matériau, c'est lourd, mais c'est très solide. C'est très solide et il y a une rigidité structurelle qui est évidente, apportée par la matière elle-même. Et ils ont mis ça à profit pour le véhicule. C'est-à-dire que ils se sont servis de toute la, tout l'habillage du véhicule, c'est-à-dire toute la carrosserie, voilà, du véhicule pour structurer la voiture. C'est-à-dire, c'est l'élément structurant, c'est ce qu'on appelle un exosquelette, c'est-à-dire que tout l'élément structurant est à l'extérieur, en fait. C'est-à-dire que c'est toute la carrosserie qui vient rigidifier le véhicule, qui vient lui donner une certaine tenue. Et ils ont réussi, en développant cette technologie, à faire que le véhicule est aussi rigide que la meilleure des supercars de chez McLaren. Parce que c'est connu, quand tu as une supercar, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as vraiment besoin qu'elle soit très rigide, parce que quand tu vas prendre un virage, que tu vas accélérer, elle va tout de suite répondre, parce qu'il n'y aura pas de perte par la déformation du véhicule. Elle va tout de suite être dynamique. Et ils ont réussi, sur ce pick-up, à faire en sorte que la rigidité soit équivalente à une supercar. T'imagines ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire tout simplement qu'on est en face d'un véhicule qui est vraiment révolutionnaire sur le principe technologique. En plus, quand tu travailles sur de l'acier inoxydable, tu as les caractéristiques de l'acier inoxydable, à savoir la résistance. Je veux dire, tu peux envoyer tout ce que tu veux dessus. Les mecs, ils ont vidé une mitraillette entière sur la porte ça n'a pas bougé. Parce que tu peux y aller. Ça se raye pas, ça s'abîme pas. Bon, tu vas avoir des traces de doigts, mais alors ça se peint pas non plus. C'est-à-dire que l'acier inoxydable, ça se peint pas. Hein. Tu prends pas ton lavabo de cuisine qui est fait en inox, tu vas pas le peindre. Sinon, ça y est, toutes les caractéristiques techniques du matériau disparaissent. Et aussi, ce qu'il y a, c'est que c'est très compliqué à former. Parce que tu ne peux pas emboutir. L'emboutissage, ça marche très bien avec l'aluminium, mais ça ne marche pas du tout avec l'acier inoxydable. Et en plus, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont utilisé une technologie qui est de l'air comprimé, qui permet de former, de créer ces angles. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'air comprimé qui est poussé pour créer ces angles et pour faire en sorte que cet acier inoxydable prenne la forme souhaitée. Donc en plus, ils ont développé une technologie de mise en forme qui est extraordinaire, je veux dire, qui est nouvelle, qui est complètement, qui est hyper innovante. Moi, je connaissais l'emboutissage, mais je ne connaissais pas la transformation, le pliage par air comprimé. Ils en parlent dans la vidéo de Top Gear. Donc c'est pour ça que je vous les explique le système. C'est absolument extraordinaire hein, sur le plan de l'innovation technique, c'est absolument extraordinaire. Mais est-ce qu'ils sont comment ils ont su maîtriser cette technologie ? Parce que c'est pas évident. Tu es constructeur de voitures, c'est pas demain que tu vas développer ce genre de choses. Vous le voyez apparaître en petit. C'est parce qu'en fait, Elon Musk, il est aussi propriétaire de SpaceX. Et en fait, ils expliquent que toute la technologie qu'ils ont développée pour mettre en place leur fusée, ben, ils ont utilisé la même technologie. Ils ont fait un transfert de savoir-faire et ils ont importé cette technologie chez Tesla pour développer ce système de carrosserie en acier inoxydable ultra résistant qui permet de faire cet exosquelette, cet élément structurant extérieur qui vient rigidifier le véhicule. Mais tout ça a été développé initialement avec leur fusée. C'est-à-dire ils ont utilisé la même technologie. Et là, ça prend sens parce que tu dis, mais voilà, c'est aussi des experts dans le domaine. Donc je peux leur faire confiance dans l'idée qu'ils vont utiliser la meilleure technologie importer la meilleure technologie qu'ils ont mis au point pour développer leur fusée au service de ce véhicule. Donc là, tu te dis quand même,
c'est très 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 intéressant. On est vraiment sur quelque chose qui est vraiment extrêmement intéressant. Et le fait que ce soit un exosquelette, c'est vraiment aussi révolutionnaire parce que cette rigidité, tu la gagnes, mais tu gagnes aussi en, en volume intérieur. Puisque maintenant, tes portières permettent de maintenir ton véhicule et de le structurer, ta calandre, tout. Donc au final, tu n'as pas besoin d'avoir énormément d'éléments structurants à l'intérieur qui vont prendre de la place. Des arceaux, des machins, des tubes, etc. qui passent partout, comme dans les véhicules traditionnels. Donc finalement, ça t'ouvre un volume intérieur, je veux dire, généreux. Et on retrouve là, typiquement, rien de bien extraordinaire, on retrouve le style et l'approche finalement de Tesla, c'est-à-dire un grand écran central avec une vraie connaissance, une vraie compétence dans l'interface utilisateur. C'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait. J'ai vu ça dans les vidéos, enfin, ils présentent souvent ça dans les vidéos, c'est-à-dire tu vois un petit peu comment tu peux paramétrer ton véhicule, les différentes fonctionnalités. C'est très intuitif. Alors aujourd'hui, évidemment, hein, quand on a tellement l'habitude d'utiliser des smartphones qu'aujourd'hui, finalement, on n'est pas surpris quand on tombe dans un véhicule comme celui-là. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose où finalement, tu te dis que... ben voilà, finalement, tu te dis que tu vas pas être surpris. Tu sauras t'en servir. D'accord, et ce qui permet de dégager complètement le véhicule. Tu as moins d'éléments périphériques, ça coûte moins cher à développer, tu as moins de pièces annexes à mettre au point et à assembler. Tu te retrouves avec un tableau de bord totalement épuré, aussi, ce qui permet aussi de garantir une certaine solidité finalement, puisque tu as moins d'objets, d'éléments qui risquent d'être abîmés, se casser, qu'il va falloir changer. Mais par contre, voilà, tu te retrouves avec une interface où tout se passe au niveau de l'écran. Tout se passe au niveau de l'écran. Hein. Ouvrir le capot, fermer le capot, ton rétroviseur intérieur, etc. Tout est affiché sur cet écran. Donc il a intérêt de marcher, il ne faut pas qu'il se casse. Si demain, je ne sais pas, malencontreusement, tu pètes l'écran, tu ne peux plus démarrer ton véhicule, quoi. Tu vois ce que je... c'est ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est un peu gênant. Tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, on est sur une ligne épurée avec toujours cette idée de facette. Et puis alors j'ai vu aussi les sièges m'ont l'air extrêmement confortables. Et il y a beaucoup d'éléments, et on verra ça par la suite, beaucoup d'éléments et accessoires qui permettent d'augmenter encore plus la fonctionnalité de l'habitacle et la surface de rangement d'une certaine façon. Donc après on arrive sur cette vidéo qui est aussi une vidéo extraite du site internet de Tesla et on remarque une chose, on remarque que on constate dans le déplacement du véhicule, dans sa façon de se déplacer sur les virages, qu'il a une certaine tenue de route qui paraît très agile. Il y a une certaine agilité. Il y a aussi une agilité, mais il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est que non seulement il y a une agilité, mais on voit aussi que malgré ses dimensions, qui sont très importantes, on est quand même dans un véhicule qui est capable, et on le voit ici, de braquer sur un rayon qui est très étroit, quoi, quand même, tu vois, qui est très serré. Alors quand tu as un véhicule de cette taille-là, parce que je ne vous l'ai pas dit au début, mais quand même, un véhicule de cette taille-là, c'est énorme. On est sur des dimensions qui sont très importantes. Je veux dire, tu as 5 places à l'avant, plus cette surface arrière de rangement. C'est-à-dire tu as un coffre énorme avec 5 places. Donc t'imagines la taille du truc. Hein. Tu vas pas te balader avec ça dans la Médina de Marrakech, hein, je te le dis tout de suite. Donc tu es sur un volume très important. Et c'est vrai que quand tu regardes la vidéo, tu te dis, il y a cette agilité. Tu as l'impression qu'elle est facile à conduire comme une voiture. Et souvent est reporté est expliqué dans les vidéos qu'ils sont en face, tu le vois là, d'un véhicule en fait qui est très intuitif, très facile, avec un très bon répondant et avec un rayon de braquage, pardon, qui est très impressionnant. Et en fait, c'est aussi une technologie une innovation qui a été mise en place pour ce véhicule spécifiquement. C'est la première fois dans un véhicule produit en série et commercialisé que cette technologie est disponible. C'est la direction totalement électronique. C'est-à-dire, on n'a pas une direction mécanique, on a une direction électronique. Ok ?
Alors, c'est assez contre-intuitif, je te l'accorde. C'est-à-dire que naturellement, tu te dis, ouais, mais si demain j'ai une panne électrique, je suis sur l'autoroute, tu peux tourner ton volant comme tu veux, il ne se passera rien du tout. Oui, mais en même temps, aujourd'hui, il n'y a plus aucun avion de ligne qui n'est pas équipé de direction électronique. Hein. T'as plus rien de mécanique dans un avion. Et je vous rappelle, on l'a regardé, que SpaceX envoie des fusées dans l'espace et que ces fusées, elles sont pas pilotées mécaniquement. Hein, pas du tout. Hein. Tout est électronique. Les mecs, ils ont des joysticks et tout est électronique. Donc, encore une fois, j'ai l'impression que on a une innovation qui est héritée, qui est par transfert de savoir-faire de SpaceX. Au même titre que cette espèce d'exosquelette structurant, une espèce de carrosserie structurant qui vient rigidifier le véhicule, développé pour mettre en place les fusées, dans le cadre justement. Et là aussi, on se retrouve avec une technologie qui est similaire. Moi, je pense que c'est l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire confiance à cette technologie. Ça me fait penser, je sais pas moi, quand les téléphones portables sont arrivés, on se disait ouais mais non ça marchera jamais, pourquoi on ne peut pas, s'imagine, il y aura toujours des problèmes techniques et si demain tu captes plus et aujourd'hui tu te poses même plus la question. Mais là je pense que c'est pareil, je pense qu'on va transitionner énormément sur ça. Alors ça permet quoi? Mais ça permet finalement d'avoir un rayon de braquage qui est adaptatif, enfin qui est adaptatif, c'est-à-dire si tu roules à basse vitesse, en plus tu as les quatre roues qui sont directionnelles, tu roules à basse vitesse, tu tournes un petit peu, tu vas avoir un rayon de braquage énorme. Tu es sur l'autoroute, tu es à 120 km/h, mais justement, on va réduire ce rayon de braquage pour être sûr que tu vas pas faire un écart et commencer à partir dans le décor parce que tu as fait un écart avec ton volant. Tu vois? Donc, tu gardes un certain répondant, puisque je te dis, le véhicule est très rigide, donc de toute façon, ton véhicule va être répondant. Mais finalement, tu vas avoir un volant adaptatif en fonction de la vitesse, en fonction de ton rayon de braquage souhaité. C'est hyper intéressant. Ça rajoute des fonctionnalités supplémentaires. Et encore une fois, c'est comme cette histoire de carrosserie qui permet de structurer et de solidifier le véhicule. C'est nouveau. Ce truc de volant électronique, c'est complètement nouveau. C'est super intéressant. Et à côté de ça, donc là, par exemple, je vous ai extrait une des fonctionnalités qui est proposée par le véhicule, parce qu'il y a plein de choses qui sont proposées. Hein. Il y a énormément de choses et d'éléments, mais là, ça serait une vidéo de mes bricolos qui durerait 2 heures. Mais en fait, tu peux brancher, c'est-à-dire que tu peux brancher tu peux utiliser la batterie pour avoir une activité à côté de ce qui est très intéressant quand tu as un pick-up, parce que pour le coup, c'est une voiture utilitaire, donc c'est l'avantage, tu peux brancher tout ce que tu veux dessus, ça fonctionnera. Alors tu vas me dire, rien de bien nouveau, hein, toutes les voitures électriques le proposent. Oui, à la seule différence, c'est que cette voiture électrique permet le va-et-vient, c'est-à-dire qu'en gros, tu peux charger une autre voiture avec ta voiture. Tu as une prise à ce niveau-là, de haut voltage, qui permet finalement de recharger une voiture. C'est-à-dire tu peux faire un transfert de l'énergie que tu as disponible dans le Cybertruck pour recharger une autre voiture. Ce qui est vraiment pas bête. Ce qui est super intéressant. Imagine que tu as une voiture électrique, que tu habites au Canada et que tu es pris dans un blizzard et que tu ne peux plus avancer avec ta voiture électrique. Tu es coincé. D'accord ? Le problème, c'est qu'avec une voiture électrique, si tu laisses tourner le chauffage dans ta voiture, ta batterie va se vider, mais à une vitesse exponentielle, parce qu'en plus, elle ne pourra même pas utiliser l'énergie du freinage, donc l'énergie cinétique pour recharger la batterie, donc elle va se vider à une vitesse stratosphérique. T'imagines ? Bah là, tu t'appelles les urgences, les mecs viennent avec le Cybertruck, et ils peuvent te charger ton véhicule avec le Cybertruck qui, lui, avec son franchissement, permettra d'accéder à ton véhicule. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Je donne un exemple d'usage, mais il peut en exister plein. Et tu peux aussi alimenter ta maison. C'est-à-dire tu peux aussi recharger, utiliser l'électricité de ton véhicule pour ton habitat. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire ça devient une batterie supplémentaire que tu peux utiliser pour différentes
différentes situations. Et même si ça paraît totalement cohérent, c'est la première fois qu'un véhicule électrique le propose. Et ça, c'est important de le noter. Et évidemment, il y a aussi une chose qui est super intéressante, c'est ils sont passés du 12 volts traditionnel qu'on utilise depuis tout le temps à du 48 volts, ce qui permet d'avoir des câbles beaucoup moins épais et de balancer beaucoup plus d'électricité. Donc c'est aussi très intéressant parce qu'ils ont vraiment utilisé ce véhicule pour expérimenter plein de nouvelles choses. Je vous présente cette image parce que c'est ce qui me plaît énormément, c'est que ce véhicule, quand tu le regardes, tu te dis d'une certaine façon, c'est un véhicule qui permet la personnalisation et qui permet le développement d'accessoires spécifiques à différents usages. Et moi, je pense que ce véhicule, non seulement il va avoir un vrai succès commercial, vraiment, et je pense qu'il va y avoir énormément d'accessoires qui vont être développés, et je pense qu'on risque dans les prochains mois, voir énormément de préparateurs, énormément de marques d'accessoires qui vont développer des accessoires compatibles avec ce véhicule. Et ce qui va être intéressant, c'est que ce véhicule en lui-même est intéressant parce qu'il propose, comme je vous l'ai montré, différentes caractéristiques et fonctionnalités qui sont vraiment très innovantes, même si son prix est élevé, je vous l'accorde. Mais ce qui se passe, c'est qu'il va proposer une quantité d'accessoires, et j'en suis certain, qui vont permettre différents types de fonctionnalités. Et ça va devenir, pour le coup, un véhicule très intéressant parce qu'un véhicule ouvert. Et c'est ce qu'a déjà commencé à faire Tesla. C'est-à-dire, si vous allez sur le site de Tesla, ils proposent aujourd'hui beaucoup d'accessoires. Beaucoup d'accessoires. Alors vous avez la possibilité de l'avoir en noir. Alors c'est un film, comme je vous l'ai dit, l'acier inoxydable, tu peux pas le peindre. Donc tu rajoutes un film, c'est très à la mode en ce moment, un film recouvrant là, qui va recouvrir un film couvrant qui va recouvrir l'ensemble de la structure. C'est pas très compliqué parce que c'est que des surfaces planes. Et je suis sûr qu'il y a énormément de préparateurs qui vont faire des covering, c'est comme ça qu'ils appellent ça, incroyables. Moi, j'attends ça avec impatience parce qu'on risque d'avoir énormément de véhicules préparés, refaits, redécorés. Ça va être dingue. Mais si tu vas sur le site internet, tu as beaucoup d'accessoires disponibles. Et ça, j'adore. Ça, c'est Tesla. Ça, c'est l'humour d'Elon Musk. La première présentation il y a quelques années du Cybertruck, pour montrer la solidité des verres, ils avaient utilisé une boule de pétanque qu'ils avaient jetée et malheureusement pendant la présentation, ça avait fait exploser le verre. Ils voulaient donner l'exemple que le verre était hyper solide et quand ils l'ont jeté, ça a explosé le verre. Et les mecs, pour rigoler, ils ont fait un accessoire à $55 qui s'appelle OMFG Décal. Donc c'est un autocollant que tu met dessus et qui reproduit en fait ce qui s'est passé, c'est-à-dire le verre éclaté alors qu'il n'est pas du tout éclaté. Et OMFG, ça veut dire Oh my fucking God. C'est oh putain de merde. Et c'est la phrase qu'ils ont dû dire lors de la présentation et au moment où ils ont pété le verre. Donc je trouve ça hyper hilarant, super drôle et ça montre un petit peu, je veux dire, l'esprit de cette marque et ça correspond totalement à l'idée de ce véhicule et à l'approche, quoi, tu vois. Donc, tu as déjà beaucoup d'accessoires et ce que je voulais vous montrer avec ça, c'est aussi de vous dire que voilà, moi, je pense que c'est un véhicule où il va y avoir énormément d'accessoires qui vont être développés parce que c'est un véhicule très intéressant, ouvert, qui permet un nouvel usage, si vous voulez, de ce type de véhicule. Alors, c'est vrai, on est sur un véhicule très spécifique, on est sur un pick-up. C'est absolument pas... Moi, je n'ai aucune expérience, je n'ai jamais conduit de pick-up de ma vie. J'ai eu des SUV, j'ai conduit des 4x4 étant plus jeune. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais un pick-up comme ça, j'en ai jamais eu ça. Donc je peux pas avoir une expertise approfondie. Mais par contre, et là, je vous ai énoncé que quelques éléments qui, pour moi, sont absolument incroyables. Il y a plein d'autres choses qui sont dingues. Les mecs ont vraiment fait attention parce qu'on est sur une dalle de verre pour le pare-brise qui est gigantesque. Mais en même temps, ils ont utilisé des matériaux très spécifiques pour garantir la solidité. Donc, il y a vraiment un souci du détail. Il y a plein de promesses qui ont été tenues. Il y a plein d'innovations technologiques qui sont surprenantes, qui sont totalement innovantes et qui sont exceptionnelles pour ce type de véhicule. Et vraiment, on va voir dans les prochains mois ce que ça va donner. Mais moi, je trouve que là, aujourd'hui, on a vraiment un véhicule en rupture qui questionne complètement le rapport qu'on a à l'automobile et le rapport qu'on a avec le véhicule électrique. Je pense que déjà à l'époque
quand on parlait de la voiture Oli de chez Citroën, je trouvais que déjà, il y avait une réponse intelligente. Mais là, je trouve qu'avec les fonctionnalités qui ont été apportées, toute l'ingéniosité du véhicule, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose qui est très très intéressant à observer, à regarder. Et je vous dis, allez voir, enfin, restez vigilants sur les prochaines semaines parce qu'on risque d'avoir beaucoup de personnalisation et d'accessoirisation de ce véhicule qui vont être incroyables. Donc moi je reste alerte. Et en attendant, je vous laisse là, regardez sur donc votre droite, vous avez la vidéo de Top Gear qui va apparaître ou qui est déjà là. Cliquez dessus et allez la voir. Et de l'autre côté, je vous mets la vidéo que j'ai publiée sur Elon Musk se confie. Si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir, puis vous pouvez toujours cliquer sur ma petite tête si vous n'êtes pas abonné. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Pslama à tous les copains.